pour cet hommage que nous avons voulu rendre à Pascal Cribier. Je remercie Francis Rambert de l'avoir organisé, ainsi que les participants aux 2 tables rondes qui rythmeront cette rencontre. Louis Bénèche, jardinier, Patrick Bouchin, architecte, qui n'a pu être présent physiquement, mais vous le verrez, qui sera parmi nous par l'image et par l'esprit. Jean-Marie David, ingénieur agronome, Patrick Écoutin, paysagiste, Jean-Pierre Le Gantec, ingénieur, architecte, enseignant, historien et écrivain, j'espère que je n'ai rien oublié, Monique Mosser, historienne de l'art, de l'architecture et des jardins, Francis Soler, architecte, et Gilles Vexlar, paysagiste et enseignant. J'ai croisé pour la première fois la route de Pascal Cribier dans le jardin des Tuileries à la fin des années 1990, à l'époque où le ministère de la Culture décida d'y implanter un ensemble significatif d'œuvres représentatives de la sculpture moderne et contemporaine. Nous avions beaucoup parlé ce jour-là de l'arbre aux voyelles, l'œuvre de Giuseppe Pennone, qui réconcilie l'homme avec la nature. Puis nous avions marché longtemps. Pascal Cribier m'avait parlé du génie de Le Nôtre, qui décore autant qu'il donne à voir, engendre des points de vue qu'il construit par le mouvement du corps et du regard, créant un espace ouvert à l'inattendu, aux multiples, à l'irrégulier, à l'irruption de l'événement, à une vérité entièrement subjective. Pascal Cribier avait l'humeur vagabonde de ceux qui aiment la marche et qui pensent qu'elle est une expérience du regard. Il m'avait montré ce jour-là que la géographie qui s'élabore au ras du sol est tout aussi importante que celle qui s'apprend sur les cartes, qu'elle nous aide à percevoir les échelles, qu'elle nous fait comprendre que l'espace se transforme sans cesse, s'actualise par les usages que nous en faisons. Alors que nous déambulions dans le jardin des Tuileries, apparaissaient et disparaissaient tour à tour les cadrages et les perspectives construites par Le Nôtre. Ce jardin du mouvement, en symbiose avec la topographie du site dont Pascal me révélait la richesse cachée, dialoguait résolument avec le paysage. De sorte que même si je n'ignore pas que Pascal Cribier se disait avant tout jardinier, je l'ai toujours vu aussi comme un paysagiste, dans sa capacité à entrelacer les échelles, à réunir dans ses projets des réalités matérielles et immatérielles, physiques, esthétiques et mentales. Le paysage se décide, mais il ne se dessine pas, disait Pascal Cribier. Il raconte une forme de production, une société. Il se maîtrise par la loi et l'économie. Le jardin, au contraire, se fonde sur l'attention au climat, au rythme des saisons, au dynamisme du vivant. Vous reviendrez certainement au cours de vos échanges sur l'itinéraire de Pascal Cribier, consigné dans un livre magnifique qui lui ressemble, sensible, économe de mots, qui donne à voir les saisons, à entendre le murmure des eaux, à sentir le souffle frais de la brise, à écouter le chant des oiseaux, un livre d'artisan dont chaque détail est pensé. L'architecture est une durée, le jardin une succession d'instants, écrit Patrick Écoutin à propos du jardin de la Visitation à Lyon. Le temps, pour Pascal Cribier, ce n'était pas seulement celui qui passe, mais aussi celui qu'il fait. Les espèces plantées interagissent avec le climat. Tous les projets de Pascal Cribier nous en donnent de multiples exemples. Brouillard saturé d'humidité à Méry-sur-Oise, réaction des fleurs à la température et à la lumière dans le jardin, dans la serre du jardin de Pierre Berger à Paris, rôle du vent que filtrent les plantations en peigne des cocotiers à Bora Bora, effet des brûlures du soleil à Aramon. Pascal Cribier avait cette capacité à tresser entre elles des temporalités différentes, à articuler le temps long de la géologie au temps éphémère du vivant. Accompagner le vivant, c'est prendre en compte les aléas climatiques et la résistance aux maladies phytosanitaires, c'est améliorer la viabilité des plantations, c'est inscrire le projet de jardin dans l'écologie au sens que lui donnait Ernst Haeckel, d'une attention aux liens entre les êtres et à leurs relations vitales. Autant que d'une science de la conception, le jardin procède d'un art du faire, d'où l'importance que Pascal Cribier accordait à ce moment de plaisir irremplaçable qu'est le chantier. Jardiner, c'est savoir prendre la bonne décision au bon moment, reculer à l'automne la date de la fauche, choisir avec soin le moment de la dernière tonte du printemps. Le chantier et l'entretien sont des phases fondamentales du projet qui justifient une étude attentive aux différentes étapes du processus de création, jalonnage, relevé de géomètre, piquetage, plan d'exécution. Il faut cultiver notre jardin, dit Candide,
Travailler comme un artisan, socialement, intérieurement, se cultiver intellectuellement, aimer la nature avec modestie et simplicité. Quand on jardine, on n'est pas enivré par le vertige de soi, dit en écho Pascal Cribier. Peut-être évoquerez-vous la notion de limite très importante dans son travail. Tout jardinier qu'il est, il s'attache à recréer sans cesse des horizons, à décliner les lignes entre elles. Il s'inscrit ainsi dans l'histoire longue de l'art du jardin qui, depuis l'âge baroque, nous rappelle Hervé Brunon et Monique Mosser, pardonnez-moi, délimite des territoires à la fois physiques, esthétiques, symboliques. Il y a dans tous les projets de Pascal Cribier une même volonté de concentrer le monde dans l'espace de l'enclos, non pas en y réduisant le paysage, mais en y accueillant la totalité. L'eau, qui réunit la terre et le ciel à l'Archamp, la neige et la glace, mise à l'honneur dans le ranch de Dillon dans le Montana, le vent, dont la violence se donne à voir dans le jardin d'Aramon, la diversité du végétal, régnant en majesté dans le jardin sur la côte en Normandie. Peut-être faut-il voir dans cette recherche d'un jardin monade qui concentrerait dans sa singularité toute l'expérience du monde, le fondement de la passion de Pascal Cribier pour les jardins botaniques, avec leur vocation encyclopédique à inventorier et à acclimater les richesses végétales de la planète. Vous reviendrez certainement sur le rapport de Pascal Cribier au territoire du politique, de l'économie, de l'écologie. Je refuse pour ma part, écrivait-il, de masquer, de cautériser par des projets d'embellissement les dévastations qui détachent encore davantage l'homme du vivant. Position éthique qui fait écho à la déclaration de Gilles Clément. Le politique doit être un jardinier planétaire. Il doit se contraindre à une gestion amicale et précautionneuse de la diversité qui nous entoure. Mais bien sûr, l'hommage que nous rendrons aujourd'hui à Pascal Cribier est aussi et avant tout une histoire d'amitié, de sentiments, d'affinité non ordonnée, comme il disait. L'amitié est une promesse, une fidélité aux autres autant qu'à soi-même. Elle est un chemin que nous prendrons plaisir à arpenter ensemble le long des jardins que Pascal Cribier nous a laissés. Le jardin n'est pas passéiste, disait-il, il est une projection dans le temps de choses heureuses. Je forme le vœu, pour terminer ces quelques mots, que cette rencontre permette, grâce à vos interventions, de retrouver le temps sensible de la présence parmi nous de Pascal Cribier, mais aussi, grâce à la réactivation de sa pensée et de ses œuvres, d'inscrire l'héritage qu'il nous laisse dans l'avenir. Je vous souhaite de beaux échanges et je passe la parole pour la suite à Francis Rambert. Merci Guy. En fait, je vais tout de suite la passer à Pascal. On va commencer par un petit document filmé, document grand public, je tiens à le préciser, mais quand même avec un fond scientifique tout à fait sérieux. Je parle de l'émission qui avait été tournée pour Silence ça pousse, cette émission pour la 5e chaîne. Voilà, c'est un document de 6 minutes qui va nous emmener à Varengeville. Varengeville-sur-Mer a depuis un siècle pris une place de choix au Panthéon des Jardins. La proximité de la mer, une topologie, un sol et un climat bien particuliers sont propices à la création de paysages hors du commun. Un formidable défi pour un paysagiste. Le terrain, il était impraticable. C'était tellement humide et détrempé, c'était un marécage en pente, ce qui est assez rare, avec beaucoup de bouleaux, beaucoup de frênes, beaucoup d'aulnes. Et petit à petit, donc, on a tout dessouché. Et comme on en avait un peu assez d'avoir les types de drainage classiques qui s'obstruaient, on a pensé qu'on pouvait, avec une tondeuse sur coussin d'air, entretenir des drainages à ciel ouvert. Et Robert Morel a été extraordinaire, parce qu'il a bien voulu 2 hivers de suite, à la main et à la bêche, créer ces rigoles qui ont résisté maintenant depuis 30 ans, pour permettre de planter sur ces buttes un de mes petits arbres préférés, qui est le Stewartia pseudocamellia. Et donc, on peut aujourd'hui marcher sur ce terrain, alors que même en plein été, il était impraticable. Et c'est ce que j'aime dans les jardins, c'est qu'avant tout, cet amour de l'entretien d'un lieu se lise après par les hôtes, sans explication, lors d'une promenade. Comprendre le territoire avant de l'apprivoiser et parallèlement créer une relation intime, presque amoureuse avec les plantes, afin de les aider à exprimer pleinement leur beauté et d'inspirer une nature idéalisée. Ce qui est fascinant dans les rhododendrons, c'est qu'en 15 jours, ils doivent faire un cycle de végétation complet. La fleur s'épanouit, la tige de l'année s'érige, la feuille persistante, le bourgeon floral pour le printemps prochain et les bourgeons des feuilles latéraux. Et donc, on a un concentré
de l'année complète du rhododendron pendant ces 10 ou 15 jours de floraison. Et donc à ce moment-là, il faut beaucoup d'eau, beaucoup de brouillard, et on voit bien qu'en 2011, les feuilles ne s'épanouissent pas aussi idéalement, et on souhaite donc d'avoir un très gros orage au plus vite. Dans une ombre comme celle-ci, plein nord, tous les arbres ont tendance à aller chercher la lumière. Et pour éviter de donner cette ambiance d'ombre dans tout ce bois-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tailler ces petits arbres, aussi bien les grands, pour avoir du jour dans l'arbre et conserver en encorbellement ces branches qui viennent sur cette herbe sur laquelle on peut marcher et qui est jusqu'au sol pour donner l'impression que tout ça s'harmonise. On n'a pas voulu créer de rupture et de jardin thématique. Et donc on passe d'une ambiance à une autre, d'une façon très très fluide, en fonction de l'ensoleillement, du sol, puisqu'avec Robert Morel et Éric Choquet, on a tout fait à la main, et en fonction du sol qu'on trouvait, ça nous permettait de savoir quelles plantes pouvaient être heureuses avec le même système de taille, pour que les plantes rapportées dans le jardin puissent s'harmoniser avec les noisetiers, les viornes qui poussaient naturellement dans les bois. Alors dans ce bois très humide et ombré, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'élaguer bien sûr, et puis d'introduire des arbustes et des vivaces qu'on aime, comme par exemple cet astilbe qui vient se confondre avec le carex ou avec la prêle qui pousse naturellement ici, ou pour aller avec les noisetiers qui sont derrière, l'Ancyanthus du Japon qui vient de terminer de fleurir. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de montrer que ces plantes qu'on aime, qui viennent du monde entier, on puisse les mêler avec les plantes des sous-bois, donc de ne pas vouloir heurter dans la promenade par les plantes trophées, qui sont tous ces cultivars et ces hybrides nouveaux que j'aime beaucoup et qu'on a dévolus au petit jardin autour de la maison. Mais qu'au contraire, dans les sous-bois, on puisse harmoniser pour donner l'illusion que toutes ces plantes sont en train de s'aimer, alors que vous pouvez voir, comme par hasard, le gratteron, hop, c'est très agréable de le supprimer, et les ronces, les orties ou les chèvrefeuilles, on n'en veut pas. Passons de l'ombre à la lumière. Au centre de la clairière, grand amphithéâtre de verdure, un chêne séculaire semble avoir établi son royaume. Sa silhouette transparente, ses branches retombant en jupe, cet aspect légendaire, sont en réalité le fruit d'élagages savants opérés depuis de longues années. Alors pour faire cette prairie, on a mis 3 techniques au point différentes. Cette graminée persistante, qui est une canche des Champsiacea spitosa, qui aime la mi-ombre, le plein soleil si le terrain est humide, et c'est le cas ici. Derrière, là aussi, un reste d'herbage et de bois, où au contraire, on entretient cet herbage en hiver, on tond jusqu'à la mi-mai, et on laisse les épis monter. Et donc, comme les épis ne sont pas trop hauts, ils vont pas se coucher. Et dans ces bandes, chaque année, on ressème des bleuets, des nigelles de Damas, et on a l'impression que tout ça vient d'être abandonné, et donne l'impression que c'est le moment des vacances. Ce que j'ai appris ici et ce qui me fascine le plus dans mon métier, c'est cette concentration d'émotions du temps entre l'âge de l'arbre, cet instant éphémère des floraisons, et peu importe la quantité de travail qui aura été faite pour que ce styrax puisse s'épanouir et dégager ce parfum qu'on aime beaucoup, ce qui compte, c'est l'émotion qui va se dégager. Et c'est ce que j'aime dans mon métier, faire en sorte que les promeneurs se retrouvent en vis-à-vis face à la beauté infinie du monde végétal. L'art de tricoter du charme, d'inventer une vision autant qu'une nature, un univers qui nous propose une autre relation au paysage, au monde. Ce jardin nous rapproche de l'idée même de la beauté. Il nous change. Bien, je vais inviter Monique Mosser, Jean-Pierre Le Dantec, Jean-Marie David pour cette première table ronde.
Alors, Cribier, ce jardinier. Oui, jardinier, bien plus que paysagiste. Petit-fils de garde-chasse, il avait appris à connaître la forêt. Après cet éveil sur la nature, il a commencé son parcours en créant des jardins et n'a jamais cessé d'investir ce champ et de manier cette échelle. Autant d'espaces privés ou publics. Nous allons en parler ensemble. Tout en réfutant l'idée d'un art des jardins. Parce que ça, c'est intéressant et j'en discuterai avec vous. C'est bien dans ce domaine qu'il a fait œuvre. Nous allons en analyser la portée aujourd'hui. L'alchimiste des jardins avait joliment titré Emmanuel Deroux dans les pages du Monde au moment de l'exposition « Les racines ont des feuilles » à l'Espace Electra en 2008. Jardinier. Il tenait à ce vocable, tel des grands chefs qui se disent cuisiniers. Le jardin, c'est comme le shepherd's pie, cette sorte de hachis parmentier anglais fait de restes de gigot recuits. Pour autant, il n'avait pas de recette, pas de théorie non plus, ni de grammaire et autres syntaxes constructives. Pascal Cribier n'était pas non plus dans le formalisme, ni dans l'approche conceptuelle. Le tissu racinaire de sa pensée, si je puis m'exprimer ainsi, puisait autant dans l'intuition que dans l'expérimentation. Il suivait ainsi très attentivement le travail des chercheurs et des pépiniéristes sur les hybrides. De Bora Bora en Polynésie, aux grands espaces américains du Montana, en passant par les contextes plus historiques à Vèze, à Ramon ou au cœur de Paris avec le Jardin des Tuileries, dont on parlera beaucoup cet après-midi, Pascal Cribier travaillait à créer des séquences plus que des grandes compositions. Pas de recette, pas de théorie donc, mais une conviction chevillée au corps des projets. La définition du jardin, c'est la superposition du temps, assénait-il. On mesure là, à l'aune de ce palimpseste chronologique, la dimension éphémère des choses. Épris de vitesse, sur les circuits comme sur la route, pas très prudent, notre ami, il aimait ainsi aussi faire l'éloge de la lenteur. La temporalité d'un jardin avec tout ce que cela suppose de patience et d'intelligence et bien sûr de travail. Obsessionnel du détail et de la justesse, il voulait tout prévoir dans le projet, en laissant toutefois s'inviter l'aléatoire, et de ça nous allons parler. Pour être intéressant, un jardin doit être imprévisible, disait Pascal au détour d'un chemin dans le bois de Morville. Pascal était radical, extrêmement exigeant en tout et d'abord avec lui-même. Chez Cribier, le poétique et le technique étaient intimement mêlés. Une hyper-précision poussée jusqu'au détail d'entretien. Que le geste du jardinier qui va tondre fasse partie du projet, disait-il. Dans un concours perdu à Paris, le jardin d'Éole, je crois sur lequel a travaillé Monique Mosser et Patrick Bouchain, il s'attachera à lutter contre l'inévitable papier gras. C'est dire jusqu'où allait se nicher le détail. Incisif, caustique, créatif jusqu'au bout des ongles, très bon photographe, il avait l'œil. Tout pour lui était cadrage, perspective, la lumière était en fait sa matière. Fixer l'instant dont il connaissait le caractère éphémère. Il pensait aussi en termes de publication, son livre, concept éditorial s'il en est, et la monographie de son œuvre, unique en tout point, et on va sûrement parler de sa réédition. Sans être totalement technophobe, il répugnait à avoir recours aux outils de communication contemporains. Ces outils à lui étaient tranchants. Il s'agissait de couper, de tailler, de rabattre, tronçonneuse avec parcimonie, sécateur pour les finitions, égoïne la plupart du temps. C'est peut-être ça la méthode Cribier. Sans véritable agence, il cultivait la création en solitaire et répugnait à l'idée de s'associer. Il avait opté pour une forme de travail en parallèle, avec des amis, dont beaucoup sont ici, et qui vont s'exprimer. Association de compétences pour une aventure toujours contextuelle, il concevait le jardin par affinité. Sous n'importe quel climat, on peut faire de n'importe quel lieu le plus bel endroit du monde, aimait-il à dire. Mais le climat qu'il connaissait le mieux était celui du Pays de Caux, microclimat de création, devrais-je dire, s'agissant de Varangeville-sur-Mer, à commencer par les 2 maisons de Lutyens, ce grand architecte anglais qui dessinera plus tard New Delhi. Dans ce village normand, où 10 jardins se côtoient, comme il le disait si bien, dont 2 qui comptent parmi les 2 plus grands arboretums d'Europe, se trouve le bois de Morville, lieu humide et frais, son lieu. Pour pouvoir vivre ici, il faut aimer la solitude, pointait-il. Son lieu, mais surtout son chantier sans fin, depuis 1982, soit 33 ans de travail.
Ouvrir la vue sur la mer, c'était la stratégie, une perspective exceptionnelle gagnée par la coupe et la taille, avec ce que cela suppose de négociations avec les riverains, car la propriété n'allait pas jusqu'à la falaise. C'est aussi ça, Crébier, une détermination doublée d'une force de persuasion. Dans la vallée de Morville, il a mis au point avec Robert Morel, son complice, des drainages à ciel ouvert. On vient de le voir dans les images. Le drainage devient le jardin lui-même, soulignait-il, sans oublier la prairie d'été à laquelle il tenait tant et qui a été une performance exceptionnelle. Le projet ne visait pas à reconstituer un biotope. Pascal y a invité le Japon comme le Brésil, ces fameux guneras, avides d'eau. Une valleuse laboratoire, disait-il, comme Roberto Burle Marx parlait du sitio près de Rio ou Gilles Clément de la vallée en Creuse. Alors, que va devenir ce lieu? C'est toute la question, tant son empreinte est gravée dans ce bois. Alors, Monique Mosser, est-ce que vous avez reconnu Pascal? Oui, d'une façon officielle. Le problème, c'est que quand on est amis pendant si longtemps, on a aussi des souvenirs très personnels et donc c'est quelques-uns de ces traits, mais il y en a tellement d'autres à évoquer. Donc je ne sais pas de quoi vous voulez exactement que nous parlions. Moi, je pense que le plus important, c'est son incontestable originalité. Parce qu'il n'a pas le parcours un peu habituel d'une école de paysage, qui se sont de toute façon définies relativement récemment. Bon, il disait toujours qu'il avait gagné son titre d'architecte dans un cornet surprise, parce qu'il a quand même passé son diplôme au moment de 68 où les choses se sont un peu arrangées, enfin d'une certaine façon, et il s'est vraiment formé sur le tas, comme il l'expliquait très très bien, en allant travailler dans une pépinière et donc porter des plantes, déplacer des plantes, charger des camions, décharger des camions. Il y en a un autre aussi qui a fait la même chose en Angleterre, qui en parlera peut-être après, qui est Louis. Donc quelque chose de déjà un début dans la vie professionnelle assez atypique. Et donc, une culture... Pascal était, je pense, extrêmement autodidacte. Vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas théoricien. Il lisait pas trop, parce que ça l'embêtait assez vite. Donc la forme artistique qui était celle qui vraiment lui apportait le plus, c'était la musique. Il avait une passion absolue pour la musique. Il m'a offert au moins 3 ou 4 versions des Voyages d'hiver au milieu d'autres choses. Donc c'est quelqu'un qui vraiment apprend sur le terrain et il avait cette fabuleuse connaissance des végétaux. Qui n'arrêtait pas d'agrandir en se promenant dans toutes les journées des plantes possibles, imaginables. Hélène Fustier est ici, donc on allait tous les ans d'une façon, 2 fois par an après, d'une façon un peu religieuse, donc aux journées des plantes de Courson ou à Saint-Jean-de-Beauregard. Donc et puis il était ami, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient témoigner, il était ami avec de très très nombreux pépiniéristes à qui il rendait visite très souvent et qui l'appelaient quand ils avaient découvert quelque chose qui pouvait l'intéresser. Et il aimait beaucoup expérimenter chez lui. Alors il y avait toujours le truc qu'il avait découvert, parfois ça ressemblait pas à grand chose, et puis voilà, il découvrait que c'était absolument merveilleux, qu'il y avait une odeur fabuleuse à certains jours de l'année. Donc il y avait cette magnifique sensibilité immédiate par rapport au végétal. Alors il disait que sa saison préférée c'était l'hiver, c'est vrai ? Alors oui, parce qu'il aimait beaucoup les arbres et donc il voyait les structures. Vous savez il nous faisait une peur bleue parce qu'il s'était quand même acheté tout l'attirail du parfait, tailleur de branches, etc. Il montait tout en haut de ces arbres. Il était obsédé par le changement climatique. Il disait qu'il le voyait à Varangeville, c'était un lieu d'observation du changement climatique absolument inouï parce que c'était quand même un des endroits les plus humides de France, avec des précipitations incroyables. Et il disait tout le temps, Pascal, c'était presque une station météo ambulante.
Je pense qu'il téléphonait 8 fois par jour, parce que comme il ne regardait pas son machin, il téléphonait pour savoir la température, les précipitations, la vitesse du vent. Et donc quand il appelait, on avait toujours la vitesse du vent à Varengeville. Et son grand problème, c'était de tailler ses arbres dans la Valeuse, entre autres le fameux chêne, en taille de transparence, pour que justement le vent puisse passer à travers et ne donne pas prise trop avec les feuilles, etc. Et il disait toujours, moi j'ai réussi à sauver un certain nombre d'arbres alors que mes voisins ont perdu leurs arbres parce que le terrain est tellement détrempé, etc. Donc il était dans cette osmose avec le vivant botanique perpétuel. Alors il y avait aussi son obsession contre les abominables champignons. L'armillaire. Donc ça, c'était une espèce de combat sans fin. Donc il essayait d'arracher ces espèces de trucs absolument monstrueux, tout noirs dans le sol. Et régulièrement, il disait, j'ai paumé mon rhododendron qui a été fini par être bouffé par l'armillaire. C'était une vraie obsession. Donc c'est vrai, dans ce rapport perpétuel avec les éléments et sur ces chantiers aussi, il était extrêmement attentif. Moi, je me souviens, pour l'avoir accompagné souvent, à tous les problèmes de la gestion de l'eau, entre autres dans le Midi, que ce soit à Ramon ou donc sur la Côte d'Azur. Il était très content d'avoir pu vérifier que tout ce qu'il avait mis en œuvre en matière de drainage, de faire écouler l'eau d'une façon tout à fait rapide quand il y avait des grands orages, etc. Il était extrêmement heureux de vérifier qu'il ne s'était pas trompé. Quand il y a eu les grandes inondations à Ramon, l'inondation est passée sur son jardin et le jardin n'a pas bougé parce que justement l'eau s'est évacuée très très vite et sur la Côte d'Azur, dans ce très très beau jardin qu'il a fait, la femme du commanditaire avait souhaité une grotte contemporaine, et en fait il avait aménagé un très grand réservoir qui permettait, en cas d'orage, de pouvoir recueillir toute cette eau. Et en fait, quand il y avait, en temps normal, il avait installé des canons de lumière à la Le Corbusier qui bougeaient comme ça au cours de la journée, et c'était magnifique en fait. Donc voilà, c'est à la fois quelqu'un d'extrêmement pragmatique, un observateur inouï du détail des choses. Ce qui était formidable, c'était de l'accompagner quand quelqu'un lui demandait de venir travailler chez lui ou dans un endroit, ça pouvait être aussi commande publique pour un espace public qui n'était pas un jardin. Et il y allait à toutes les heures du jour et de la nuit. La nuit, c'était très très important parce qu'effectivement, tous ces problèmes de lumière, d'orientation, d'où venait le vent, il avait des antennes absolument incroyables. En fait, D'ailleurs, voilà. il aimait bien, il fonçait même de Paris pour aller à Varengeville pour aller couper les arbres les nuits de pleine lune. Oui. Je me souviens de ça quand même. Oui. Et à un moment, il avait rencontré une personne qui lui avait expliqué qu'il fallait plus couper, qu'il fallait briser les branches. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Marie. Alors moi, il m'inquiétait beaucoup parce que je le voyais avec une massue qui allait désormais directement briser les branches. Heureusement, ça lui a un peu passé quand même. Mais il avait quand même de temps en temps des lubies assez curieuses, mais qui étaient liées à des découvertes scientifiques. Il était extrêmement attentif quand comme ça, à certaines découvertes scientifiques liées au végétal, à des éléments un peu qui apparaissaient comme ça. Voilà, c'était un formidable capteur voilà, il avait des antennes merveilleuses, et je pense que son talent vient, comme toujours, d'une partie de choses qui ne s'expliquent pas. Le génie, c'est aussi beaucoup de mystères, et il avait ce mystère. Alors de temps en temps, il était un peu casse-pied, même il était très casse-pied, parce que c'est un maniaque absolu, comme vous l'avez dit. Il avait le désir que tout soit parfait, mais tout le temps. Alors donc parfois il était un peu fatigant. Mais voilà, il était aussi... on apprenait beaucoup de choses. Et je voudrais juste terminer sur cette histoire d'obsession des temporalités, ce qu'il appelait la superposition des temporalités.
Et alors, bon, moi en tant qu'historienne, je n'ai pas tellement joué un rôle d'historienne vis-à-vis de lui, mais c'était plutôt... j'ai servi de porte-plume, en fait. À un moment, j'ai fini par rentrer dans sa tête, parce qu'il était un peu autiste. Il dessinait pas, il écrivait pas. Alors, quand il avait fini de regarder le lieu où il devait intervenir, il me disait « Ah, maintenant, je sais ce que je veux faire. » Et alors, je me disais « C'est là que ça va commencer, parce qu'il va falloir lui extraire avec des pinces à épiler tout ce qu'il a dans la tête, parce que du moment qu'il savait ce qu'il allait faire, ça l'embêtait fondamentalement de communiquer ce qu'il avait dans la tête. Donc, il y avait tout ce travail d'accouchement et de mise en forme du projet, de l'idée. Alors ça, on était tout un petit groupe à travailler avec lui. Et d'ailleurs, vous étiez la plume dans les concours. Voilà, dans les concours, oui. C'est vous qui écriviez les textes. Voilà, moi, j'ai écrit pour les Tuileries. Si je suis bien informé. Oui, non, mais d'ailleurs, dans le livre, il y a une partie des textes qui sont les textes des concours, que ce soit l'entrée de ville à Évry, le fort d'Aubervilliers et autres lieux découverts à marée basse, ou encore, effectivement, la cour du Maroc. Mais ce qui était extrêmement compliqué, c'est qu'il ne supportait pas la temporalité de l'écriture. C'est-à-dire que, je lui expliquais toujours, une feuille de papier, on commence à écrire en France, en haut, comme ça, à gauche, puis on va à droite, et puis ça descend, puis on tourne les pages. Et ça, il ne supportait pas parce que... il me dit, dans sa tête, le sol, le climat, l'ensoleillement, les saisons, le passage du temps, tout ça, ce qu'on allait planter, l'entretien, tout devait être présenté selon le même plan. Alors un jour, j'avais inventé un truc, c'était des grandes doubles feuilles, je faisais des colonnes et j'écrivais le sol, l'eau, etc. Et puis je mettais tout sur la même ligne pour trouver une manière matérielle, physique, de transcrire son envie de toujours tout voir en même temps. Et que ça ne soit pas dans simplement la temporalité de l'écriture. Que même ça ne convenait pas à sa manière de penser. Donc il avait une vision extrêmement originale des choses. Et puis c'est vrai que la vitesse est importante. Alors la vitesse et le temps et la lenteur, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens qui sont ici, qui ont travaillé avec lui, 4 ou 5 fois par jour, ils disaient vite, vite. Il fallait que ça aille vite. Enfin, voilà, il fallait pas. Alors peut-être, maintenant a posteriori, il avait conscience de quelque chose, mais il fallait pas perdre de temps, même s'il adorait après glander ou faire autre chose. Mais quand il était il y avait une urgence de créer, en fait. On va revenir sur la place de Pascal Crébier dans le paysage. Oui. tu as un micro ? Voilà. Oui. Oui, Jean-Pierre Le Dantec, donc, est auteur de plusieurs livres, notamment une anthologie des jardins, mais aussi a été directeur de l'école d'architecture de la Villette. Et peut-être qu'il va nous livrer un témoignage inattendu sur Pascal. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est inattendu un petit peu quand même. Parce que lorsque on m'a demandé de participer à cette table ronde, je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes, par exemple ma voisine, qui le connaissaient beaucoup mieux et qui sauraient sûrement en parler beaucoup mieux que moi, en tout cas de son travail de jardinier, puisqu'elle a participé de l'intérieur, en quelque sorte, à ce travail-là. Moi, du coup, je me suis dit, comme je l'ai eu quand même comme étudiant, je me suis dit, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans son parcours avant sa vocation de jardinier, qui va se déclencher effectivement après son diplôme d'architecte. Alors, pour ce faire, donc, j'ai pris que je suis allé regarder un peu dans les archives d'une école d'architecture où j'ai moi-même enseigné, où j'ai été ensuite directeur, et j'ai vu d'abord, je vous montre cette petite image de son diplôme. Il est entré, en vérité, de toute façon, il a eu d'ailleurs de toute façon un parcours un peu atypique à ce moment-là, et qui est tout à fait intéressant. Là, je ne partage pas tout à fait son idée. C'était un petit peu aussi, je crois, une forme d'élégance de sa part de dire qu'il avait eu son diplôme dans une pochette surprise. C'est pas tout à fait le cas. C'est dans une époque, effectivement, où on pouvait avoir cette impression-là, mais dans laquelle on a
pas mal de jeunes gens des années 70, à la suite des années 68, en particulier à UP6, qui était une sorte de Vincennes de l'enseignement de l'architecture, eh bien, se sont formés et finalement ont eu des œuvres, des carrières tout à fait intéressantes. Alors, il est entré, lui, il n'avait aucun diplôme, vous savez, rien, du point de vue de l'enseignement secondaire. Et il avait 20 ans, et il est entré, il a eu, sur la base de ses dessins, il est entré en section d'art plastique à UP6. Il y a eu, à cette époque-là, une époque un peu particulière, UP6 pouvait décerner le diplôme des beaux-arts en peinture. Parce qu'il y avait parmi les enseignants de l'école une section de peinture où donc il a soumis ses dessins et il a été admis et en laps de temps tout à fait normal, il a obtenu son DSAP, comme on disait, diplôme supérieur d'art plastique au bout de 3 années. Il a vu des enseignants, il y avait UP6, des peintres comme Carat, par exemple, ou Idou, ou Brassel, qui avaient une certaine notoriété déjà à cette époque-là. Et sur la base de ce diplôme de DSAP, il entre en deuxième cycle d'architecture avec la nécessité d'avoir certains rattrapages. Alors voici il a eu une mention assez bien à son DSAP. Et ensuite, ici vous voyez une de ces UV de rattrapage. Moi j'étais prof de construction à ce moment-là, c'est ST3, et il obtient aussi ST4 avec quelqu'un qui était beaucoup plus fort que moi comme prof de construction, c'est René Sargère, qui était un des grands spécialistes des structures tendues, etc. Bien. Donc, il fait ce parcours classique, normal. Vous pouvez regarder le suivant. Ici, vous avez une attestation de présence de Roland Castro, qui le suivait. Et ensuite, alors, on va voir, il va faire en dernière année du P6, il est inscrit dans un groupe de projet qui s'appelait GP12, qui s'appelait Équipement socioculturel. On va voir que, en fait, c'est en rapport avec son sujet de diplôme. Et dans un autre groupe de projet qui s'appelait GP22, Architecture urbaine, dans lequel j'enseignais avec la Bertonnière et Séguré. Séguré, qui était un sociologue proche de comment dirais-je, bon, je ne me rappelle plus, enfin, de Baudrillard. Voilà. Et donc, il suit des cours en parallèle, par exemple des cours qui s'appellent La figure et les ruines, réflexion sur l'architecture sous l'angle d'une éthique, ce qui, par rapport justement à ses points de vue, qui va défendre pendant toute son œuvre. La question de l'éthique, chez lui, a toujours été extrêmement importante. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait qu'il ait suivi un module sur cela. Mais bon. Et architecture et philosophie avec Dolé et Kézanne. Hein, bon. Et là-dessus, il va présenter son diplôme, qui est un projet d'habitat saisonnier en bord de mer, à Pourville, Seine-Maritime. Alors là, on commence à se rapprocher vraiment du personnage qu'il va devenir, puisque il a bon, le directeur d'études, etc., c'est pas très très important, mais par exemple, à l'époque, il fallait mettre, quand on déposait un sujet de diplôme, il fallait écrire si on avait une compétence par rapport au sujet, une compétence quelconque, quelque chose qui nous portait vers cela. Et lui, il a émis bonne connaissance de la station balnéaire choisie en tant qu'animateur du club de tennis de cette station. Il faut préciser que Pourville est à côté de Varangeville. Oui, mais vous allez voir, justement. Et donc, il va
et il va passer ce diplôme. Et maintenant, on n'a pas les images qu'il a dû présenter ce jour-là, parce que dans les archives, à l'époque, les dessins et les plans n'étaient pas répertoriés. On répertoriait dans les archives uniquement le mémoire, qui est un cours assez court, mais bien écrit. Alors je ne sais pas s'il je ne pense pas que ce soit ma voisine qui l'ait aidé à ce moment-là, mais qui est bien écrit. Et je vous en lirai tout à l'heure un passage. Donc ça fait à peu près 30 pages. Il y a une introduction, après des remarques historiques sur le site, des remarques sociologiques et économiques, 3e point. 4e point, études paysagères. 5e point, études de l'habitat saisonnier sur la côte normande. 6e point, requalification du front de mer de Pourville par une accumulation systématique d'un élément léger. Vous allez voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Ici, cet élément léger, c'est ces cabanes de bain, et pour lesquelles qu'il réinterprète ensuite avec ici... La photo est mal prise parce qu'en principe, on n'a pas tellement le droit de photographier les sujets de diplôme. Bon, il est comme... Malheureusement, il n'est plus avec nous. On peut peut-être se le permettre quand même de montrer cela. Et alors, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le texte introductif qu'il écrit, que je vais vous lire. En même temps, vous pouvez le projeter pour voir que c'est pas bidon. C'est parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, ce texte. J'aime Pourville lorsque le brouillard tombe, qu'elle agonise incontrôlée, car peut-être pour une fois, l'expansion d'une station balnéaire s'infléchit vers quelque chose de sourd, de gris et de ouaté. J'aime Pourville lorsque le soleil se couche au pied des falaises, pour moi tout seul. J'aime Pourville lorsque j'achète des huîtres dans ce bâtiment sale, fébrilement éclairé au néon, ruisselant d'humidité, et que le passage rapide des autos résonne avec cet écho d'abandon. J'aime Pourville et sa piscine vide, puisqu'elle est bleue, même sans eau, car ici, rien n'est somptuaire, sauf l'abrupte des falaises, la richesse de la terre. Pardon. La fureur des tempêtes, l'abondance de couleurs des arbres et des herbages, le cri des mouettes, l'embonpoint des vaches, la beauté des galets, la palette des teintes de la mer. J'aime Pourville lorsqu'elle rejette son casino qui, abandonné, devient le plus merveilleux des espaces de jeu pour enfants. J'aime Pourville lorsque les chemins balisés des grandes randonnées ne mènent nulle part et sont vides de promeneurs, tout comme les hôtels qui, ici, n'ont pas d'habitués. J'aime Pourville que, déjà squelette, nous osons contempler du haut des falaises. C'est assez étrange comme image, mais bon. J'aime Pourville lorsque, tôt dans le soir d'hiver, la fenêtre d'une maison rétro s'éclaire d'une lumière jaune qui semble si douce à côté des réverbères blafards de la route nationale. Une vieille dame solitaire l'habite, s'accrochant à un rêve des années 20. Et j'aime Pourville, s'il fait beau, le 14 juillet, ferme et cité dortoirs alentour envahissent ce lieu inenvahissable. Donc ce texte est assez beau, hein. Il a des qualités poétiques et qui finalement, je pense, préfigure pas mal assez bien son travail à venir, dans la mesure où, Pourville, c'est la commune qui jouxte Varengeville, tout à fait l'endroit qui nous a été montré tout à l'heure à plusieurs reprises et qui, je suppose, le sera encore au cours de cet après-midi. Hein. Et puis, deuxièmement, cette approche des choses d'une poétique très moderne, je pense, d'une sensibilité aux objets ordinaires, hein, et qu'on va retrouver, même si c'est extrêmement travaillé, à mon avis, dans son œuvre, qu'elle soit une œuvre parce qu'il a fait quand même un peu de travaux de paysage aussi, d'entrée de ville, etc. Bon, et surtout dans son œuvre de jardinier. Il y a un regard
et une sensibilité qui sont là, tout entières, à mon avis, déjà ouvertes, et qui vont se retrouver ensuite dans un nouveau départ, qui va être celui de sa découverte du végétal, et de son travail, et du travail matériel sur le végétal, la plantation, enfin tout ce qui nous a été déjà commencé à décrire. Eh bien, cela va ouvrir sur le parcours ensuite qu'on va continuer à découvrir cet après-midi. Monique, ce qui est intéressant dans ce texte, je trouve, c'est que déjà, il y a quand même la dimension solitaire. Hein. C'est incroyable à quel point c'est présent, cette présence des absences, et puis aussi le vide. Il parle énormément du vide. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose de très structurant. En effet, très bon document. Hein. Merci de nous avoir apporté cette pièce. Moi, je ne la connaissais pas. Je dois dire, quand je suis allé voir, je me dis que vais-je raconter, parce que il ne faut pas qu'on se répète tous continuellement. Que vais-je. Et puis j'ai trouvé cela, et c'est effectivement quelque chose qui m'a parlé, et qui m'a parlé de lui beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Jean-Marie David, est-ce que Jean-Pierre, en tant qu'historien des jardins, comment tu replaces le travail de Pascal Cribier, tellement il est en dehors de toutes les grilles, il est en dehors. Comment tu le vois? Bon, d'une part, je n'ai pas de trouver une classification des choses. À l'heure actuelle, comme dans l'art moderne, comme dans l'art contemporain, disons, il y a une variété de formes qu'on n'arrive même plus, que les critiques d'art arrivent très difficilement à classer ce qu'ils faisaient, ce qui était leur rôle, plus ou moins légitime, auparavant, où on dessinait, on voyait des écoles apparaître, etc., des regroupements. Parfois, c'était essentiellement le critique ou la galerie qui en décidait, en lançant. On est aujourd'hui dans la question du jardin comme dans les autres formes d'art, même si Pascal, je crois, n'aimait pas beaucoup qu'on parle d'art à propos des jardins, mais c'est aussi, à mon avis, à certains égards, en tout cas, une coquetterie pour se mettre à distance. Mais bon, lui, c'était un artiste, c'est clair. En tout cas, même s'il ne récusait cette idée d'art des jardins. S'il la récusait, je crois d'ailleurs, c'était plutôt parce qu'il ne voulait pas entrer dans une idée d'un grand parcours, comme ça, de référence. Il était lui-même, et il savait qu'il était à une époque où, de toute façon, la question du végétal, qui est déterminante dans son travail, a bouleversé, je crois, a bouleversé le jardinage et l'art des jardins. Bien sûr, ça a toujours été présent, mais je crois qu'aujourd'hui, avec les questions qui se posent, tant au niveau climatique, mais qu'au niveau de la connaissance du végétal, de ces associations surtout, on est à un point où j'aurais extrêmement de mal à le classer, mais de même que j'aurais extrêmement de mal à classer d'autres jardiniers contemporains. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il fait partie quand même d'un courant global qui est justement de s'appuyer sur les caractéristiques fondamentales que l'on connaît, dont on connaît de mieux en mieux les tenants et les aboutissants, qui sont les questions du végétal. On ne dirait pas ça, par exemple, de Le Nôtre. C'est tout à fait différent. Mais en même temps, ce n'est pas pour moi un hasard s'il a quand même si bien travaillé avec Louis aux Tuileries, parce qu'en même temps, il avait un sens très fort de l'espace et de la manière dont
dont la forme, la géomorphologie, si je puis dire, pour moi, le nôtre, c'est le maître de cela, hein, mais on voit bien que dans son travail sur son jardin de Varengeville, c'est aussi une présence formidable que, par exemple, d'ouvrir la perspective sur la mer, hein, et de travailler avec le relief et à le rendre, le révéler et à le rendre beaucoup plus visible qu'il n'était dans son état dit naturel. C'est ça, en cela, qu'effectivement, il avait raison de dire que le jardin, ça n'est pas la nature, c'est totalement une nature totalement transformée, mais en même temps révélée. C'est intéressant que tu appuies sur le nôtre, parce que quant à sa disparition, la presse espagnole, notamment la Vanguardia, a titré Cribier, le successeur de le nôtre, le continuador. Et c'est quand même assez incroyable, un titre pareil, même si évidemment on connaît le travail sur les Tuileries, on en reparlera avec Louis Bénèche tout à l'heure, mais quand même, le titre est anglais de cette manière-là, ce qui lui rend hommage, j'allais dire, en profondeur, non ? Oui, bon, ce qu'il y a, c'est que les journalistes, quand ils pensent à un grand jardinier, surtout français, immédiatement le nom de le nôtre arrive dans leur vocabulaire. Bon, donc il ne faut peut-être pas exagérer cette référence, mais en tout cas la façon dont il interprète le génie du site, eh bien, à mon avis, ressemble fort à une parenté, mais c'est le propre de tous les grands jardiniers. Alors Monique, quand vous parliez tous les deux, cet art du jardin, est-ce qu'il le réfutait autant que ça, ou c'était une figure, une posture, comme semble dire, une coquetterie, comme semble dire Jean-Pierre Le Dantec ? Oui. Sur les paramètres, et qu'avant d'être créatif, il fallait tout simplement savoir le nombre de gens qui passeraient, oui. Savoir ce qui tomberait comme... Non, parce que Pascal, il était très, je pense, aussi très pragmatique. Il aimait pas trop le pathos, enfin tout ce qu'il trouvait un peu superflu. Et alors, il avait une formule que moi j'adore. Il disait, j'en ai marre qu'on parle de toutes ces choses-là. Après tout, alors il disait pas le jardin, bien évidemment, mais il disait le paysage, au fond, est dicté par le rayon de courbure du camion de pompier. Voilà, c'était des choses extrêmement pragmatiques, parce que quand on s'emmerde vraiment, comme le font, il y a tellement de réglementations, etc. Et si on met tous les paramètres des réglementations de circulation, de tout ça, ça finit par... Et puis l'autre chose, c'était l'économie aussi. Il était extrêmement attentif. Alors c'était pas, je pense qu'on peut pas aller jusqu'au mot politique, mais c'était une vision politique induite de la consommation, de l'hyperconsommation. Il râlait tout le temps contre nous qui avions quelques machines, ordinateurs, etc. Parce que, par exemple, il disait que toutes les plateformes de livraison d'Amazon et autres dans la campagne, alentours des villes ou en pleine campagne, parce que maintenant ils sont en pleine campagne, c'était à cause de nous, parce que on commandait toutes ces machines. Donc il avait des réactions des fois un peu comme ça, l'emporte-pièce, mais je ne crois pas que ce soit seulement une pause. C'est qu'au fond, c'était pas son caractère mais il avait, en même temps, il avait une haute conscience de la force de la création. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement évident quand on travaillait avec lui. Donc il n'avait pas envie d'être artiste, mais il avait envie de créer. Donc il y a une espèce d'ambiguïté dans ces deux aspects, mais il ne voulait pas s'encombrer de pathos. Tout ça, ça l'embêtait beaucoup. Il aimait une certaine simplicité dans les modes de communication. Jean-Marie, David.
Vous êtes le compagnon, 20 ans de travail avec lui, je crois, 20 ans, c'est à peu près ça? Même plus? Oui, je sais pas. On compte 25. On dira 25, mais je suis pas le seul ici. Oui, je sais d'ailleurs. D'autres vont s'exprimer, mais quand même, 25 ans de travail avec lui, j'allais dire, là, on va toucher au pragmatisme. J'imagine qu'il y a, on parlera de Saclay beaucoup avec Francis Solaire tout à l'heure, qui est l'une de ses dernières œuvres. Est-ce que... quelle est votre vision à vous, j'allais dire, depuis la non-agence, si on peut l'appeler comme ça? En fait, oui, une non-agence, c'est sûr que Pascal, la première chose qui est évidente quand on le connaît, de ce point de montage d'une agence, c'est que c'est quelqu'un qui était totalement réticent devant quoi que ce soit d'administratif. Donc, il était absolument exclu, il l'avait assez vite compris. Vous voulez parler de phobie administrative? Pas tout à fait à ce point-là quand même, je crois qu'il a toujours tout réglé en temps et en heure. Mais, pas toujours tout d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui, au bout du compte, ne voulait pas se laisser embarrasser dans sa démarche par des contraintes à aspect matériel. Donc on avait déjà travaillé ensemble avec Louis, j'avais eu la chance de participer un peu au projet Tuileries, après on a travaillé sur Mairie, on a travaillé sur des endroits comme ça, et puis un jour Pascal me dit écoute, c'est bête parce que j'ai actuellement une offre très intéressante pour aller faire un très beau chantier, mais administrativement je le ferai pas, voilà. Et puis, évidemment, j'avais senti le piège qu'il avait dissimulé sous l'appât. Et il me dit, par contre, ce qui serait pas mal éventuellement, c'est que peut-être avec un ingénieur qui était à CETEC, qui était Jean-Paul Bonroy, qui est d'ailleurs toujours, mais qui est maintenant retraité depuis 7 ou 8 ans, il dit, on pourrait peut-être quand même monter une entreprise, là. C'est toi qui t'occuperais de toute la partie administrative, financière, juridique quelquefois, et en fait je suis tombé dans le panneau. Donc je suis tombé dans le panneau un petit pendant peu, 30 ans. Un petit peu. Non. Ça on est relativement récent. On est en 2005 là, et on verra d'ailleurs ce qu'il en est sorti après. Et alors là j'ai commencé à travailler de A à Z sur les projets, alors que avant j'étais plutôt un technicien qui venait se greffer sur des points particuliers, soit des points de culture de végétaux, soit des points de nature de sol, soit des constitutions d'arrosage automatique. Et là j'ai compris, d'abord j'ai compris ma douleur, mais un autre point. Pascal, d'abord, dans ce que je l'ai vu faire, était quelqu'un qui était incapable de travailler pour une personne qui n'appréciait pas ou qui n'aimait pas. Les rares fois où il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça a cassé en plein vol quelquefois de manière qui nous a amené un petit peu à la limite d'abord de la correction, mais aussi de la partie juridique d'un contrat. Il pouvait plus, il fallait que ça s'arrête. Bon. J'ai appris après que c'était même pas la peine d'ailleurs d'essayer de le contraindre à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. La deuxième chose, c'est que ce qui me frappait, c'est qu'à chaque fois qu'il abordait un projet, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, il fallait qu'il ait complètement compris la manière dont fonctionnait le lieu. Et ça, c'était vraiment important. Et une des questions qui était presque toujours sous-jacente, c'est est-ce qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on a pour l'instant sous le nez ? Ça, c'était une vraie question, parce qu'il avait quelquefois des coups de foudre pour des endroits, en se disant, mais est-ce qu'il faut vraiment intervenir là-dessus, hein ? Il était souvent très respectueux de l'endroit lui-même. Après, il cherchait toujours ce qu'il appelait le harpon, dans le sens de la chasse à la baleine. C'était qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre dans la tête pour pouvoir définir l'évolution de ce site-là. Et quand il l'avait défini, il fallait absolument que tout rentre en termes d'homogénéité à l'intérieur de son concept. Et en plus, on se faisait engueuler parce que, comme le disait Monique, il était à moitié autiste sur certains points, et on se faisait engueuler pour ne pas avoir réussi à savoir ce qu'il avait dans la tête. Il fallait qu'on puisse lire en direct. Alors, bon, quelquefois, c'était un petit peu difficile à interpréter. Et après, eh ben, il ne reculait devant rien. Une fois qu'il avait réussi à concentrer le projet tel qu'il l'imaginait, il avait des audaces administratives et techniques
qui m'ont donné un certain nombre de surfroids que je ne suis pas prêt d'oublier, y compris d'ailleurs une convocation devant un procureur pour avoir abattu des arbres, des histoires comme ça. Ça ne le gênait pas du tout. En plus, c'était moi qui étais le gérant, donc il savait qu'au bout du compte, voilà. Là, vous parlez de tous les arbres des Tuileries là qu'il avait fait. Non, ça pas du tout. Ça a été fait. Alors c'était fait avec Louis, en temps, en heure, avec tous les dossiers bien réglés. Mais une ou deux fois, il m'est arrivé de faire abattre des arbres. Pas d'ailleurs pour des raisons esthétiques, mais on avait été certainement dénoncé par des gens bienveillants de l'entourage, et on a fini par se débrouiller face au procureur de la République, je ne dirais pas davantage. Donc il y avait une fois cette espèce d'audace qui était à la fois administrative, parce que il y avait des moments où on allait jusqu'au bout de ce qui était tolérable administrativement dans le lieu, et puis technique. Technique, c'était des endroits comme ici, par exemple, les terrasses de Nanterre. On ne voit pas, ça a l'air simple, sauf que comme c'est sur la terrasse de l'autoroute A14, c'est un projet qui a été fait dans le prolongement du Grand Axe. Voilà, c'est un projet qui a été fait avec Garcia Trottel, et donc il fallait que dans le cahier des charges, on puisse rentrer sur les pelouses une demi-heure après une pluie. C'était le concept. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, on arrive à faire une structure qui est pratiquement celle d'un stade de foot. C'est à peu près le même cahier des charges. C'est un peu cher. Oui, c'était pas... Il y avait ça, bien sûr, mais alors surtout l'idée, c'était de dire, mais au bout du compte, tout ça, ça va être un sol très drainant, donc toutes les pluies qui vont tomber dessus, qu'est-ce qu'on en fait? Et de l'autre côté, tout ce qu'on va mettre en arrosage et en engrais, ça va fiche le camp et finir directement à l'égout. Donc l'idée, audace technique de Pascal, c'est pas grave, on va tout drainer et on va enterrer un réservoir qui va nous permettre de récupérer ça. Et donc on est allé enterrer là-dedans un réservoir spirale qui contenait la bagatelle de 150 mètres cubes avec toutes les complications qu'on peut imaginer. Voilà. Donc ça c'est un truc, ça lui faisait pas du tout peur de le concevoir et pas du tout peur de nous demander de l'aider à le réaliser. C'est la même histoire que celle qu'on a eue au bord de la Méditerranée. Après, ça c'est la part de l'invisible dans son travail aussi. Ça c'est assez. C'est la part très intéressant ce que vous livrez là sur l'expérimentation. Il était conscient que c'était difficile, mais c'est pas ça qui l'arrêtait. Et quand je lui disais vraiment c'est impossible, il me disait non, on va certainement pouvoir y arriver. Mais après c'était quand même souvent débrouille-toi. Hein, je pense que. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'était quelqu'un qui était incroyablement ancré dans le monde réel, quoi qu'on en dise. Parce qu'il n'était pas du tout émetteur, donc c'était impossible de l'appeler au téléphone. On l'appelait toujours, on lui laissait un message, et c'est vrai qu'il rappelait toujours, pratiquement dans les 2 heures qui suivaient. Hein. Mais en même temps, il était impossible de l'embêter en l'appelant sur un portable, et c'était en même temps quelqu'un qui était incroyablement attentif à tout ce qui se passait tout autour de lui. On s'appelait très régulièrement le matin, son heure c'était 9h moins le quart, donc on appelait à 9h moins le quart pour faire le point de tout ce qui se passait sur les chantiers ou autres, presque tous les jours, et il était déjà au courant de tout ce qui s'était passé, de toutes les nouvelles, de tous les éditoriaux des journaux qui comptaient pour lui, et il me disait, mais comment t'as pas lu ça? Non, 9h moins le quart, pas encore, j'étais souvent au bureau assez tôt, mais en général pas pour ça. Et c'était quelqu'un qui était très ancré. Et du coup, il avait aussi cette culture incroyable en art contemporain. Hein. Moi, c'est une des choses qui m'a toujours le plus sidéré chez lui. J'ai une culture assez classique, mais vraiment la culture bourgeoise classique, je dirais. Mais lui, il s'intéressait à tous les aspects de l'art contemporain. Et c'est vrai que pour ça, c'était un monument en la matière. Et donc, à chaque fois, ça jouait sur le concept qu'il allait réussir à élaborer pour un lieu. C'est-à-dire qu'il suivait des itinéraires qui étaient ses itinéraires propres de pensée, d'évolution, et c'était ça qu'il allait essayer à un moment, parce que ça correspondait à une réalité de ce qu'il venait d'apprendre, à un événement qu'il venait peut-être de vivre dans sa vie, et sans jamais le plaquer de force sur un site, il essayait de l'exprimer à l'intérieur. Et ça, c'était très sensible, ça se voyait. C'était vraiment, il avait cette espèce d'antenne, au pluriel,
que n'ont pas la majorité des gens, hein, il faut quand même reconnaître, enfin pas moi en tout cas. Alors, il avait une grande connaissance en effet de l'art contemporain. Est-ce qu'avec vous, il avait des discussions sur le land art? Parce qu'il était très critique sur les effets du land art, les effets quasiment faciles du land art. Non, je l'ai entendu me dire ça. Hein, si vous voulez, non, pas du tout. Moi, il n'en parlait pas avec vous? Non, c'est moi qui n'en parlais pas avec lui plutôt. D'accord. Si vous voulez, d'abord parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux paysagistes en tant que technicien, et j'ai toujours, par philosophie personnelle, essayé de m'en tenir toujours à ce que je savais faire, même si de temps en temps, évidemment, j'avais des envies. Et donc, non, on a souvent parlé d'autres choses, on a beaucoup parlé de musique, on a parlé de peinture, on a parlé de sculpture, de littérature, parce que ça, c'était assez mon dada, mais non, surtout sur ce que faisaient les uns ou les autres. J'avais coutume de dire que les paysagistes devraient faire un jeu olympique, enfin une nouvelle discipline olympique, qui est le lancer d'anathème. Le lancer d'anathème qui consiste à dire « Ah bah, t'as vu le pauvre, t'as vu ce qu'il a fait ?» J'essayais toujours d'être assez hermétique à ce genre de propos. Que dire d'autre ? Donc il poussait les choses souvent à l'extrême de la technique, et très souvent, et je pense que Patrick qui est dans le coin dira peut-être la même chose que moi, il amorçait un projet, il le définissait, en bonne partie en conception, on dira qu'on allait jusqu'à 80% de la conception, et puis après, il estimait que le boulot était fait. Bon, ça n'empêchait pas de continuer à piloter l'exécution au téléphone, mais la manière dont ça allait être fait, éventuellement il recorrigeait des plans, il les regardait. Mais une fois que c'était fait, le projet, sans le désintéresser, il fallait qu'il aille faire autre chose. Et ça, c'était vraiment extrêmement régulier avec lui, et c'est quelque chose que je l'ai vu faire, je crois, sur tous les projets sur lesquels on a travaillé ensemble, sauf peut-être Méry-sur-Oise. Enfin... Vous voulez dire que le chantier, en fait, ne le passionnait pas plus que ça? Si, il adorait ça. Mais en même temps, il avait un besoin, une telle fin de création et de conception, qu'il arrivait de temps en temps sur certaines phases de chantier. Par exemple, on verra peut-être tout à l'heure le grand chantier de la Côte d'Azur. C'est un chantier... Oui, voilà. Alors, quand je parle d'audace, quand même, le propriétaire de ce terrain avait racheté 5 propriétés contiguës qui étaient perpendiculaires à la mer. Son but était de les unifier. Que fait Pascal? Je veux dire, ça donne quand même une idée de l'audace ou de la réflexion sans limite, si vous voulez. Là, en l'occurrence, l'argent n'était pas vraiment... Et budget sans limite, visiblement aussi. C'était pas sans limite, mais enfin, c'était robuste. Et donc, il crée quand même une terrasse qui fait 140 mètres de long en dalles de grès, pour réunifier en reprenant toutes les propriétés dans l'autre sens. Alors ça marche très très bien, hein. Je veux dire que la terrasse, moi je pense que c'est un des très très beaux chantiers qu'il a réalisé, et pour moi c'est peut-être le plus beau. Évidemment c'est une propriété privée, donc elle n'est pas visitable, mais ça donne une idée. Et alors évidemment tout ça, alors qu'au bout du compte, on est dans un endroit où on n'a pas le droit d'imperméabiliser, mais il ira raconter, il me dit « Mais non, si, tu vas voir, on va le faire, parce que les joints restent complètement perméables, donc on ne va pas avoir de problème. On surélève à la limite de ce qui est tolérable, puisque de toute façon, ce n'était pas constructible. On fait tout ça. Et ça n'arrête pas Pascal. Ça n'arrête pas, il va aller jusqu'au bout du bout, quoi. Il tirera les choses jusqu'où il pense qu'il a réussi son affaire. Que dire de plus, à part montrer peut-être les derniers chantiers sur lesquels on a pu travailler. Ça, voilà. Necker, avec Philippe Gazeau, c'est une des rares fois où je l'ai vu dire à l'architecte, on fait peut-être une bêtise quand même. C'est-à-dire, le but, c'était de végétaliser la façade de Necker. Et Pascal disait, non, il faut rester à 2 mètres de hauteur, parce qu'après, on va avoir des problèmes de nuisance vis-à-vis des vitres, et ainsi de suite. Donc, ça a fini par être fait, mais il s'en est un petit peu... Il s'est éloigné du projet, parce que il pensait que ça allait peut-être créer plus de désagréments que ça n'apporterait le jardin du centre Pompidou, le jardin sud du centre Pompidou à Metz. Là encore, Pascal demande juste quelque chose d'à peu près impossible à réaliser. Il veut des formes pleureuses sur des bouleaux non greffés,
le tout en moins d'un an, hein, donc un temps que la pépinière ne connaît pas, si vous voulez. Il veut des charmes complètement taillés à plat, et en même temps, on rajoute des cépets de chêne, et ainsi de suite. Et au bout du compte, c'est vrai qu'on finit par trouver un partenaire pépiniériste qui accepte de faire la chose. Mais c'est vraiment très très tendu dans l'espace. On n'avait aucune chance d'arriver à le faire. On l'a fait quand même, mais c'est parce qu'on a eu une chance absolument insigne. Souvent d'ailleurs, on a de la chance sur les projets. On avait de la chance sur les projets. Ça, c'est de nouveau les terrasses de Nanterre. Bon, comment? Et puis il y a, non, tu sais, il y a des photos qui sont en dehors de. Tu peux prendre le lycée de voilà, le premier là. Voilà. Donc ça. Cette image-là. Oui, il faut la faire tourner. C'est vrai que dans ce sens-là, elle est moins. Je pense qu'un clic droit, rotation devrait faire l'affaire. Tourner la tête. Voilà, mais tu vas faire 3 rotations horaires, c'est pas grave. Non, parce que la rotation anti-horaire n'est pas disponible par clic droit. Donc voilà, ça c'est avec Caruso Saint-John, c'est le lycée hôtelier de Lille. Voilà, c'est un des tout derniers projets qu'on a pu travailler ensemble. Avec un pavage. Après, tu as le détail du pavage. Et Pascal décide, je ne sais pas trop pourquoi, que ce qui convient dans un lycée hôtelier où il y a de la cuisine, c'est de faire des calissons. Donc, il dessine des calissons. Voilà. Comment ? Oui, mais c'est le détail du pavage. Et après, ils mettent au point avec Caruso... Si, vas-y. Ils mettent au point avec Caruso Saint-John... non, ça c'est autre chose, et Francis nous en parlera largement. Ils mettent au point avec Caruso Saint-John, voilà, le détail du pavage. Non, il suffit que tu descendes juste en dessous, Michel. Voilà. Qui va quasiment ruiner l'entreprise qu'il a fait. Parce que l'entreprise pensait qu'au bout du compte, ils allaient pouvoir négocier en arrivant sur un produit à caractère industriel. Non. En face de Crébier et de Caruso Saint-John, il y avait absolument... Il était absolument impossible que ça ait... 2 exigences à ce niveau, c'était pas possible. Donc là, tout ce qu'ils ont pu obtenir, c'est effectivement que les dimensions de dalle soient découpées en 2, et donc ils manipulent quelque chose de plus léger, mais bon. Et puis, il reste encore un tout petit problème, un tout petit sujet sur la Société Générale, et puis après, La Société Générale... Voilà, Société Générale Cheminée, 1 ou 2, comme tu te fais plaisir. Alors, ça, c'était les techniques favorites de Pascal. C'est à Val de Fontenay, ça. Oui, c'est Val de Fontenay, donc avec Anne Demian. D'un seul coup, en plein bout de projet, on nous dit « Ah bah oui, et puis on ne vous a pas dit, il y a des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes en question, ils ont besoin de cheminées. » Et d'un seul coup, en plein milieu de la création, on voit débouler 3 cheminées en cortène de 8 mètres de haut. Bon. Alors Pascal me dit, on ne va pas masquer ça quand même. Effectivement. Donc il me dit, puisqu'on ne peut pas le masquer, on en rajoute 5 autres. Donc les voilà. Et comme en plus, il ne faut pas que ça ait l'air de n'importe quoi, dans les 5 autres, il y en aura 3 qui seront végétalisés. Débrouille-toi pour faire la végétalisation, hein, en gros c'était ça que ça voulait dire. Et puis, il y en a 2 qu'on va laisser non végétalisés. Donc, au lieu de 3 cheminées, on se retrouve avec 8. Sur les 8, il y en a 5 qui sont identiques, mais il y en a 3 qui ne sont pas végétalisés. 2 qui sont végétalisés, puis 3 qui, normalement, quand tout va aller bien, je suis désolé, là on est encore en cours dessus, seront végétalisés. Et voilà. Donc, il avait aussi une capacité à absorber la contrainte. Je pense que Francis nous racontera peut-être aussi tout à l'heure comment il a traité un des patios sur EDF. On nous demande d'un seul coup de mettre une barrière en plein milieu. Et Pascal ne rajoute pas une barrière, il en rajoute 5 en transformant les barrières en tuteurage de plantes grimpantes. Et donc, on a des plantes grimpantes sur des tuteurs au lieu d'avoir des barrières. Et ça marche d'ailleurs très bien, c'est peut-être le plus beau de tous d'ailleurs. Il y a encore un tout petit dernier qui est EDF Campus. Je ne sais pas si tu le verras là. Il était sur celui que tu avais proposé. Voilà, sur celui que tu as préparé. Sur celui que tu as préparé. Non, surtout pas Campus. Là, voilà. Le dernier, je crois. Non.
Donc en fait, pendant que l'image se met en place, il avait beaucoup de collaboration avec les architectes aussi. Il avait Alors, c'était, au bout du compte, il travaillait par petites cellules multiples. Moi, c'est comme ça que je vois sa manière. Quand on parle de non-agence, c'est plutôt agence amibe. Oui. Voilà, donc l'amibe, pour se glisser dans les anfractuosités, modifie sa forme. Non, ça c'est autre... Voilà, c'est ça. Et voilà, ça c'est quand même une petite audace. Je dis ça parce qu'à mon avis, c'est quand même pas très évident. Il apprend que l'intérieur du patio va être fait avec une lasure rouge. Et d'un seul coup, ce qui était censé être des tertres de pierre évoquant les énergies telluriques se transforme en bloc de béton rose bonbon. Et pour qu'il ne s'ennuie pas tout seul, on rajoute un mulch de briques pilées qu'on a eu la chance de trouver exactement de la même couleur. Quand il dit que c'est pas de l'art... Oui, on voit bien les, voilà, hein, les ambiguïtés on est quelquefois à la limite. Du discours. Ça, c'est sûr que ça, c'est pas une idée d'ingénieur. Hein, ça, je vous promets. En tout cas, pas de moi. Et surtout pas d'ingénieur ergonome. Non. Alors après, bon, on fait les réseaux, on fait tout. Mais sur l'instant, si vous voulez, moi, la première fois que j'ai vu ça en cours de réalisation, parce que je suis un petit peu mou là-dessus, j'ai toujours du mal à me rendre compte exactement ce que ça va donner au final, alors que lui, il imaginait au millimètre ce qui se passait. J'ai été un petit peu étonné. Voilà. On va écouter maintenant le témoignage de Patrick Bouchain. Patrick Bouchain n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il voulait absolument être présent et témoigner de son histoire avec Pascal, parce qu'il y a vraiment une histoire même dans l'histoire de Paris, voilà, qui va nous amener aux Tuileries. Non, moi j'ai connu Pascal par hasard, et d'ailleurs toutes mes amitiés se font au travers de mon travail. Et Jacques Lang donc avait décidé de refaire le jardin des Tuileries après le bicentenaire de 89, et comme les grands travaux n'étaient pas sous sa responsabilité directe, puisque c'était Émile Biasini qui avait la charge du Grand Louvre, Jacques Lang voulait avoir une autonomie sur le jardin des Tuileries. Donc on est allé demander à François Mitterrand un peu cette autorisation. Peut-on nous occuper du jardin des Tuileries dans le prolongement du Grand Louvre? Et le rendez-vous était assez sec, et la remarque de François Mitterrand a été de dire oui s'il s'agit d'un jardinier. Donc me voilà parti, non pas à regarder des curriculum vitae de paysagistes, mais à essayer de visiter des paysagistes jardiniers pour les voir au travail et pour pouvoir garantir que les personnes qui concourraient seraient des gens qui mettent la main à la pâte, qui mettent en fait compte la main donc dans la terre. Alors je fais le tour de ces jardiniers paysagistes, dont Gilles Clément en faisait partie, hein, puisque donc Gilles entretient lui-même donc son jardin, tout au moins le jardin en mouvement, c'est une œuvre donc que lui-même crée en le faisant. Et on me donne des noms donc de plusieurs jardiniers, dont Pascal Cribier et Louis Bénèche, qui se connaissaient un peu, mais n'avaient jamais travaillé ensemble. Et donc je vais voir Louis Bénèche dans son domaine en Normandie, puisqu'il était le jardinier donc, dans une propriété. Et je vois Louis donc, en botte, avec une bêche, revenant d'une séance de jardinage. Et pour Pascal se méfie, donc ne me rencontre dans aucun jardin qu'il a fait, et me donne rendez-vous donc chez lui. Et je découvre à ce moment-là quelqu'un de très particulier, puisqu'il se présente comme, tout d'abord, on pourrait dire pilote de kart, donc comme ayant arrêté ses études pour être coureur. Ensuite, comme ayant fait, on ne sait pas quand et comment, en ayant arrêté ses études, comment il a pu rentrer aux Beaux-Arts et être donc architecte. C'est-à-dire que ce qui est formidable, parce qu'il y a un flou justement sur cette capacité qu'il a eu à réintégrer l'école. Et ensuite, donc, il m'explique qu'il est en effet soucieux, et c'est pas prétentieux, mais un petit peu comme André Le Nôtre, car ce qui compte pour lui, ce sont les niveaux. Il commence par ça, il commence pas du tout par les plantes, en me disant ce qui m'intéresse sont les niveaux. Et si je concours pour le jardin des Tuileries, ce qui m'intéresse, c'est de remettre donc le jardin à niveau. Il s'associe donc avec Louis Bénèche et François Roubaud, parce qu'on oublie toujours qu'ils étaient trois. Et puis, c'est sûr que cette proposition, on pourrait dire, était tout à fait nouvelle. D'abord parce qu'ils étaient trois, et que ces trois personnalités étaient totalement complémentaires, et qu'ensuite,
ils étaient pour ainsi dire pas connus. Donc l'idée quand même que Jack Lang voulait, c'est que les Tuileries révèlent que dans un grand concours sur un jardin, parce que les jardins en général sont entretenus par les architectes en chef, et qu'il y a souvent un mépris des jardins historiques. Et donc, voilà, tout le monde était assez quand même sensible au fait que ce serait bien de prendre cette nouvelle génération et de prendre plutôt cette façon de faire. Alors, du coup, c'est quand même un concours. Moi, je tente plus ou moins d'aller dans ce sens, voilà, mais comme il y a un jury, c'était Edmond Charlot qui était président du jury. François Mitterrand avait proposé quelqu'un qui était Marc-Simonet Langlard pour un peu nous contrôler tout, donc c'est un peu compliqué. Et je me trouve à un moment donné avec peut-être une difficulté, c'est de désigner une équipe où ils sont 3, c'est de dire mais tu n'y arriveras pas, voilà, gérer 3 ça va être infernal, ils ne travaillent pas ensemble, ça va être très compliqué. Moi je défends au contraire l'idée que c'est plus simple et que je préfère. Bon, il y a les propositions et il y a à un moment donné quand même 2 qui restent en lice. Donc Crébier-Bénèche-Roubaud, parce que voilà, on avait quand même fortement poussé avec Jack Lang. Et puis arrive un jardinier, mais très vieux, que j'avais été voir en Belgique, qui est Jacques Wirtz. Et donc Jacques Wirtz, c'est vrai que là aussi, c'est une chose qui n'existe pas en France, mais Jacques est pépiniériste. C'est-à-dire que quand on va chez lui, non seulement il est concepteur et jardinier, parce qu'il fait les choses, mais il met en culture ses plantes. Et voire même, il prend des fois des plantes qu'il met, comme il dit, dans sa clinique. Il les remet en état. Voilà, il les reprend, il les réavive pour les remettre dans ses jardins. Et donc, du coup, quand on présente à François Mitterrand, il écoute peu le discours comme ça général, il dit sans aucun doute, il faut retenir les 2. Bon, au début, j'avais un problème, je me dis, mais les 2 quoi? Les 2 Crébier-Bénèche, il n'a pas vu le 3e, mais je n'avais pas compris que c'était les 3 plus Jacques Wirtz. Et je me trouve à avoir à gérer, en fin de compte, un Jacques Wirtz pour le jardin du Carrousel et François Roubaud, Pascal Cribier et Louis Bénèche pour le jardin des Tuileries. Et donc à ce moment-là, pour ceux qui connaissent Pascal, c'est là où donc sa personnalité apparaît. C'est que quand il avait dit mettre le jardin à niveau, c'est que lui-même savait ou avait perçu que pour remettre donc l'état de le nôtre, il fallait rebaisser le jardin réservé que Napoléon III avait fait en le levant légèrement pour qu'il raccorde au palais des Tuileries. Et donc, lui, en voulant remettre le jardin à niveau, il fallait donc décaper le jardin réservé et de fait remettre en cause une partie de ce que François Mitterrand voulait, c'est-à-dire garder les fossés qui, en partie dans ce jardin, avaient été créés pour empêcher, quand le jardin a été ouvert au public, que le public aille dans le jardin de l'empereur. Parce qu'à la Révolution, le jardin a été ouvert, mais après il a été refermé donc au Second Empire. Et donc voilà, ça c'est la personnalité de Pascal. C'est la juste petite pointe qui fait que tout bascule, tout se remet en place. Et Pascal, comme toujours, avait trouvé une idée qui était quand même assez terrible, c'était de dire que dans le jardin du Carrousel, qui à l'époque était une cour fermée dans le palais, lui, il tirait la broderie de Catherine de Médicis, qui était au pied, parce qu'il retirait la broderie au plus près du palais, puisque la barre n'existait pas. Et cette broderie, non seulement il la mettait là, mais il considérait qu'il allait retravailler sur la perspective du jardin des Tuileries, puisque le jardin des Tuileries est assez magnifique, c'est une sorte de perspective raccourcie. C'est-à-dire que c'est une perspective qui, à un moment donné, est dynamique, que le nôtre a faite, où il y a ce grand parterre qu'il a gardé, il y a le grand couvert dont il a planté des arbres, qui ne sont pas sur une trame totalement carrée, mais rectangulaire, et légèrement allonger la perspective, et en même temps, il y a le pincement du fer à cheval qui fait qu'on ferme le jardin pour, un peu comme une mire, l'ouvrir en fin de compte sur les Champs-Élysées et sur l'ouest. Donc il y a un travail d'accélération, de rétrécissement, de ralentissement de la perspective. Et lui, donc, il dit, puisqu'avant on regardait les broderies du palais avec le palais n'existait pas, je tire les broderies dans le jardin du Carrousel. Et donc il a fait une broderie qui était surdimensionnée dans le jardin du Carrousel. Magnifique dessin avec un texte magnifique pour expliquer d'ailleurs une sorte de rendu de concours qui est magnifique. Mais comme on me demande d'en prendre 2 équipes, et qu'on considère que Jacques Wirtz c'est plutôt quelqu'un qui fait des ifs ou des buis taillés, on attribue le jardin du Carrousel à Jacques Wirtz, et d'ailleurs Ayam Pei préférait avoir, dans le prolongement de son œuvre, qui est très centrée sur la pyramide, préférait avoir un travail de Jacques Wirtz qui était une forme de dessin de rayonnement
qui ouvrait vers le jardin des Tuileries. Ce qui, à mon avis, était quand même un peu faux, un peu primaire comme raison. Mais enfin, toujours est-il, le choix est comme ça, moi j'exécute. Pascal, on peut imaginer, il dit dans ces conditions je ne fais pas. Voilà, je ne fais pas. Bon, après, en même temps, en se disant on ne peut pas ne pas faire. Je veux dire, qui refuserait de faire le jardin des Tuileries? Et donc, ça a été cette négociation. Comment accepter le jardin de Jacques Wirth contre lequel il était? D'ailleurs, il a été même assez déplaisant en traitant très souvent Jacques Wirth d'incompétent, de ne pas avoir compris, ou de ne pas avoir compris la culture ou le jardin de l'une autre. Et puis en même temps, se mettant comme objectif de descendre le niveau du jardin pour le retrouver donc au niveau horizontal et non pas d'avoir ce plan incliné dans la terrasse. Alors bon, c'était une longue discussion, mais ce qui est formidable, c'est que il sait mettre l'accent sur ce qui fait mal, ou ce qui est essentiel. En fin de compte, c'est avant de parler de botanique, avant de parler même de jardin, de paysage. En fin de compte, c'est une recontextualisation complète du jardin, sur le plan historique. Et puis, en même temps, il s'est lâché. Il a l'intelligence voilà, de lâcher. On décide donc de s'installer dans des baraques dans le jardin. C'est là où je construis des baraques, là, sur l'esplanade donc, des Feuillants. Et puis, on y habite, pour ainsi dire. Voilà, donc ça devient un lieu. Louis fait venir tous ses amis, voilà, parce que oui, il y a énormément de relations, que ce soit des botanistes ou des personnalités, ses commanditaires, voilà. Pascal fait venir aussi tous ses amis, François ses amis. C'était un endroit magnifique. Alors on fait le jardin. Alors c'est sûr que Louis, voilà, c'est le plaisir, c'est l'amabilité, c'est la gentillesse, c'est la douceur, je sais pas, c'est l'élégance. Et Pascal, donc c'est la justesse, la dureté, la vérification constante qu'il n'y a pas de dérive dans le projet et autres. Et même dans ses rapports avec l'architecte en chef, avec l'architecte des monuments historiques, mais comme avec l'architecte des bâtiments de France, comme avec l'architecte d'Ayam Pei, comme avec Jacques Wirth, comme avec Jacques Lang, comme avec Jean Lebras, président de l'État islamique. Pour Pascal, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de hiérarchie, il y a le projet, point. Au moment où il a fait son livre, donc il a choisi Laurent Lebon comme directeur, parce que voilà, il était totalement admiratif de l'intelligence, de la clairvoyance et de la, je sais pas, de l'intelligence de Laurent Lebon. Et un jour, Laurent m'appelle, me dit « Ton ami, plus jamais ». Alors je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Refuse toutes les photogravures ». Et donc j'ai un jour fait un arbitrage chez le photograveur en disant « Pascal, mais pourquoi tu les refuses ?» et Pascal m'a fait penser à ce moment-là à des choses que j'avais vécues avec Pierre Boulez quand on faisait des répétitions avec Bartabas sur le Sacre du Printemps, et où Pierre faisait des répétitions avec les musiciens de l'orchestre, et il disait, non, ça n'est pas, en s'adressant à un musicien en disant « rejouez », et la personne rejouait seule, tout le monde savait, il disait « ça n'est pas juste », et il n'y avait pas d'indication que ça. Et donc, par le fait de dire ça n'est pas juste, la personne savait que justement là, c'est pas juste, mais c'était pas fait ça, c'est pas juste. Maintenant, on rejoue tous et la personne jouait juste. Et là, je dis à Pascal, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les couleurs? Enfin, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais le vert n'est pas juste, le bleu du ciel n'est pas juste. Et puis c'est quoi le bleu du ciel, Pascal? Mais c'est pas celui-là. Et c'est lequel? C'est pas celui-là. Alors je dis, mais le vert c'est lequel? C'est pas celui-là. Est-ce que tu as vu la terre comme ça? Mais elle n'est pas comme ça, la Terre. Mais Pascal, elle est comment? Elle n'est pas comme ça. Et donc, en faisant ça presque par photo, mais disons, on a presque refait un tiers, peut-être plus d'un tiers, ce qui était quand même très compliqué. On a rephotographié, et voilà, pour lui, ça devenait juste. Et la dernière chose qu'il a faite avec moi sur sa banquette, il avait son livre, il avait donc agrafé dans la réédition du livre des nouvelles photos qu'il avait faites, parce que pour lui, un jardin, comme il allait visiter ses jardins, il avait retrouvé peut-être une lumière, un verre, ou je sais pas, un moment du jardin qui était plus juste par rapport à l'idée, et agrafé, comme il savait le faire, de manière un peu, voilà, sans respect pour le livre, mais justement en n'ayant que le sens de l'image, agrafé des images en disant celle-là, je compte sur toi, tu leur diras, il faut les changer. Et voilà, c'est ça, Pascal. C'est une sorte de, en quelques mots, voilà, c'est juste ou c'est pas juste. Moi, je pense qu'il était hors temps. Il n'était pas. Il était réellement un créateur. Voilà, donc, comme les créateurs, ils sont hors temps.
D'ailleurs, il le disait souvent, je ne lis pas. Je n'ai lu que 2 livres, ou tu lui offres un livre, c'est pas la peine, je ne le lirai pas et tout. Et en fait, il savait plein de choses, mettons, même en botanique, il avait bien lu pour apprendre, il avait bien entendu quelqu'un. Et c'était presque de dire, je ne veux pas qu'il puisse y avoir une référence. Si j'ai vu tel film, ou si j'ai vu telle exposition, hein, puis me rattacher, on pourrait dire par mimétisme, en disant, ah bah tu dois tirer ton inspiration d'eux. Donc ils faisaient exprès de couper toute source, quoi. Mais ce n'était pas pour dire que tous les autres sont sans intérêt, mais c'était simplement pour dire que voilà, il était nourri de toutes petites choses et de grandes choses, de choses de son temps comme de choses d'un autre temps. Quand il s'est pris de passion pour un musicien contemporain pour lequel il voulait écrire donc, le livret d'un opéra, lui-même disait tout le temps « je n'écoute pas de musique », mais en écoutant cette musique, j'ai compris que voilà, la musique, on pouvait écrire un livret sur la musique. Voilà, c'était un livret sur le jardin et le jardinier. Non, c'est ça qui est étonnant. Et après, ce que j'aimais beaucoup chez lui, mais ça c'est Louis aussi à ça, c'est ce détail de l'élégance. Ce détail qui fait que les choses sont élégantes. La pomme est élégante, la fleur coupée par Louis est d'une élégance absolument... Voilà, c'est l'élégance.